La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 4, Social. Chapitre 8. Ingénierie sociale. Une aliénation de l'espèce humaine serait en gestation à travers des argumentaires ne présentant qu'un aspect favorable d'une ingénierie sociale qui ne serait qu'un mouvement commercial, à partir d'une hybridation et d'un métissage humain-machine. Il n'y aurait aucune différence substantielle entre les ethnies. Il n'y en aurait pas, entre les espèces animales, ni entre elles, ni par rapport à l'espèce humaine. Il n'y en aurait pas, non plus, entre le vivant et le non-vivant. Telle serait la nouvelle idéologie qui a refusé de distinguer des différences constatées entre les ethnies, entre les espèces et entre le naturel et l'artificiel. Ce nivellement permettrait d'inclure de nouveaux espaces d'objets, toujours plus variés, à partir de la cybernétique quantitative et de ses mécanismes de communication. Il s'agirait ainsi d'un vaste aplanissement des différences, à cause des idéologies de l'antiracisme, de l'antispécisme et de l'antirégnisme, qui lui distingueraient les trois grandes divisions d'un règne, minéral, végétal et animal. Tous les mécanismes, communiquant du mouvement, et obtenus à partir de la génétique, seraient déjà considérés comme transhumanistes. Toutes les interconnexions collectives procéderaient du concept de transhumanisme. De nouvelles logiques, sociétales, procéderaient à partir de la cybernétique, qui servirait de moyen de communication et de régulation entre le vivant et l'artificiel, seraient en train de s'établir. Tous les moyens, développés à partir du langage par exemple, ne seraient que des concepts, d'une prothèse, permettant un prolongement de la conception d'une pensée. Toute prothèse devient alors, de ce fait, consubstantielle à la nature du vivant. Il s'agit de pouvoir augmenter son rapport relationnel avec son environnement. Un autre exemple, celui de l'abeille, permettrait aussi de démontrer que celle-ci devient une prothèse consubstantielle d'une plante, par son interaction dans le processus de pollinisation. Il convient toutefois de ne pas confondre une technoscience d'aménagement du vivant, logiquement et favorablement constatable, avec une artificialisation des technosciences, procédant, elle, à partir du vivant. La première reste viable dans le temps, alors que la seconde devient pathogène, dangereuse et criminogène, dans son espace d'utilisation, et bien davantage encore, s'il y a sa prolongation dans le temps. En conséquence, une prolongation des technosciences pathogènes, par exemple, dans l'utilisation des traitements fongicides, pesticides, herbicides et fertilisants chimiques ou d'organismes génétiquement modifiés, deviendrait une atteinte volontaire et organisée, en toute connaissance des causes et de leurs effets, et génocidaire de ce fait, à l'encontre de l'espèce humaine. Les effets pathogènes de la technoscience transhumaniste par l'artificialisation sont parfaitement démontrables. La robotisation, dans l'organisation de la société humaine, procède des mêmes critères de dangerosité à l'encontre de l'espèce humaine. Un processus d'empathie réciproque du robot envers l'humain et vice-versa, prôné par les transhumanistes représente un exemple de remplacement. L'empathie artificiellement établie permettait d'abolir les différences envers des robots androïdes, c'est-à-dire à forme humaine, et autoriserait à accepter une attribution de droits à des espèces androïdes, par l'octroi d'une carte d'identité. Elle deviendrait de facto des personnalités juridiques, au même titre que la personnalité morale des sociétés ou associations, à partir de faux raisonnements. Cela procéderait de la même démarche, attribuant des droits aux autres espèces animales. Le code rural et le code pénal attribuaient déjà des droits aux animaux, pour un non-respect de leur intégrité animale, il a été récemment étendu au code civil. Il s'agit, bien évidemment là d'une aberration totale, puisque les espèces animales n'auront jamais la faculté d'exercer elles-mêmes leurs droits, car elles resteront ignorantes de cette attribution de tels droits juridiques. Ce même droit, attribué aux robots, procède d'un vice de forme identique. Ces égarements proviendraient des protocoles régissant le transhumanisme.
Il s'agirait d'un vaste processus de nivellement des différences, parfaitement planifié. Cette nouvelle idéologie cybernétique de la communication procéderait à partir d'un vaste processus d'égalisation des genres, par une interaction sociale et affective avec l'espèce humaine. Une nouvelle matrice idéologique permettrait d'abattre toutes les limites concernant d'éventuelles discriminations pouvant résulter de cette autonomie cybernétique. Une éventuelle lutte contre ce mouvement cybernétique en développement de la technoscience serait inutile. Il aboutirait à une marginalisation puis à une disparition d'un quelconque mouvement d'opposition. Est-il alors possible de réinjecter des facultés d'intelligence dans cette technoscience ? Il convient pourtant de pouvoir faire la distinction entre une technoscience d'aménagement et celle d'une artificialisation dangereuse. Les mutations du code génétique en représenteraient les plus importants. Le concept même du transhumanisme représente un non-sens organisationnel. Sa recherche de l'absolu ne peut aboutir qu'à une utopie. La quête énergétique qui en résulterait aboutirait à un non-sens énergétique dans sa finalité. L'exemple des abeilles devient particulièrement révélateur de cette utopie. Les abeilles, dont le rôle de pollinisateur universel est éminent, seraient volontairement et progressivement détruites afin de pouvoir marchander des robots pouvant les remplacer. Le système mercantile du processus consisterait à créer un problème, afin de pouvoir y apporter la solution commerciale, qui aurait été envisagée avant l'avènement de ce problème. Un tel projet, transhumaniste, devient intellectuellement et philosophiquement inconséquent. L'immigration de masse qui, elle aussi, serait située dans un rôle de remplacement représenterait un autre processus du transhumanisme. L'évolution ne se réaliserait que par la pression d'un environnement, lui aussi programmé. Il suffirait donc de remplacer, partiellement, les populations de l'Europe, telles que projetées, par un apport de populations hétéroclites extérieures, pour pouvoir ensuite en maîtriser ces éventuelles tentatives de rébellion. Une guerre civile ordonnée en serait un excellent moyen, ainsi que cela a pu être établi dans l'ancienne Yougoslavie. Il serait ensuite beaucoup plus facile de contrôler et de neutraliser l'action des nouveaux occupants. Cependant, une évolution des consciences ne peut, elle, être maîtrisable. Tous les paramètres environnementaux ne pouvant être évalués. Le caractère utopique du transhumanisme en apparaît encore plus efficient lorsqu'il préconise l'introduction des implants corporels interagissants. Et pourtant, c'est à partir de la transhumanité qu'il est tenté de remplacer l'espèce humaine, dans son autodestruction, par de la robotique plus docile aux exigences d'une oligarchie complètement dévoyée. Transhumanisme. Le transhumanisme ressemble plus à un projet totalitaire qu'à une structure humaniste. Il s'agirait plus d'une convergence d'intérêts particuliers, et pas seulement mercantile, complètement néfaste à l'ensemble de la communauté humaine. Quel serait donc l'impact de ces organisations secrètes oligarchiques sur l'espèce humaine ? Leur implication consisterait d'abord à rendre payant tout ce qui est encore gratuit, pour pouvoir ensuite tout mettre sous tutelle. La stérilisation des humains permettrait de faire payer la création des enfants, pour ne citer que cet exemple, qui a fortiori, serait comparable à la destruction des abeilles. Cependant leurs projets sont beaucoup plus vastes, car ils procéderaient à une autogénocide, en cascade des populations visées, par une culpabilisation des égoïsmes de sauvegarde de l'instinct de conservation. Ces sectes secrètes s'emploieraient à pouvoir tout maîtriser, sur l'organisation du vivant, en recourant à un contrôle globalisé. La dégradation des liens sociaux procéderait de la même volonté. Aucune fatalité de l'espèce humaine n'est pourtant prévisible. Son destin ne dépend que de sa prise de conscience. Les desseins de l'aliénation mentale de son oligarchie peuvent être prévisibles et annihilés. L'ébauche est prête, elle s'appelle l'ingénierie sociale. Sa conception procédera de la coordination, du contrôle et de la gestion de la société humaine. Cela consistera à évaluer tous les éléments de l'organisation de la société pour pouvoir mieux les démanteler. Il suffira ensuite de reconstruire une organisation sociale correspondant aux futurs desseins de l'oligarchie dirigeante.
Des stratagèmes seront évidemment établis, pour pouvoir contourner tous les moyens de résistance évalués, ayant un rapport avec les modifications sociales prévues. Des conséquences psychologiques seront déterminées en fonction des changements sociétaux envisagés. Pour pouvoir contourner les risques évalués du refus de ces changements, des manœuvres seront ainsi applicables. Une de ces manœuvres, par exemple, consistera à ne pas demander d'appréciation à la subjectivité personnelle, qui concernerait des éléments sociaux de la réorganisation, prévus à être reconfigurés. Il s'agira de traiter la subjectivité individuelle sans aucun consentement des intéressés. Le subterfuge consistera à pénétrer et annihiler la subjectivité des personnes et des populations sans qu'elles ne puissent en avoir conscience. La définition de ces méthodes s'appelle le piratage. La manipulation consistera à pénétrer dans l'intimité des consciences, par les mêmes moyens utilisés par les pirates qui investissent les ordinateurs. Cela s'appelle aussi une violation de l'intimité individuelle. Le viol de l'intimité, d'un modèle subjectif, c'est-à-dire d'une conscience, consistera à hameçonner la future victime. Le hameçonnage résulte d'une demande de renseignements apparaissant normaux, mais ne provenant pas de l'organisme de référence. Les renseignements, souvent substantiels et quelquefois sensibles, ainsi obtenus, sont ensuite dévoyés et dirigés vers un malfaiteur. Il s'agit bien d'une escroquerie. Cela procède de l'usurpation d'identité. La technique procède de l'inversion du prédateur et de la proie par une astuce de mystification d'un intéressement particulier. Le piraté ayant cru réaliser une bonne opération, parce qu'on lui en a laissé croire, deviendra une victime en finalité. La méthode des sectes malveillantes consistera à produire un effet de furtivité et d'invisibilité dans le schéma objectif du piraté. La manipulation des masses individualisées consistera donc à créer une notion d'indifférence à l'égard des sectes manipulatrices et mieux encore à en obtenir leur confiance. Le syndrome de Stockholm consistant à créer de la sympathie et de l'espérance envers le bourreau. Après l'établissement de la confiance viendra la prise de contrôle. Les sectes oligarchiques criminelles se feront ainsi passer pour des alliés de confiance. Aussi appelé le triangle de Karpman, la manœuvre mettrait en place le bourreau, la victime et le sauveur, qui est le bourreau. L'implémentation de cette triangulation dans un espace social permettra un piratage systématique des populations. Une manipulation, dans ce cas, consistera à culpabiliser les victimes, en leur faisant prendre la place du bourreau d'abord, et en leur faisant endosser la responsabilité d'être victimes, ensuite. Le système de défense auto-immune s'écroulera pour laisser la place à un autocontrôle à distance. La boucle est alors bouclée, la conscience, tout comme un ordinateur, sera sous la direction d'un tiers. Cela s'appelle de l'ingénierie sociale. C'est effectivement ingénieux, mais cela n'a vraiment rien de social. Mais, pour y parvenir encore plus efficacement et plus rapidement, il conviendra d'inclure une autre notion qui consistera à monter les divers éléments sociaux, les uns contre les autres, en faisant croire à chaque partie que les autres sont leurs ennemis. C'est selon ce subterfuge que s'est établie la démocratie participative, par l'élection universelle d'un candidat désigné à l'avance. Et c'est aussi selon ces méthodes que l'on désigne les fonctionnaires comme des éléments inutiles et trop nombreux. Que l'on désigne également les agriculteurs comme des pollueurs de l'environnement, les petits commerçants comme des voleurs, etc. Bien plus efficaces encore, sont les erreurs volontaires commises par les dirigeants politiques, économiques ou financiers. Il y aurait une telle persistance et convergence dans la pertinence des erreurs, que cela ne peut plus procéder de l'erreur seule, mais d'une volonté de nuire. Ce serait, là encore, une application des règles de l'ingénierie sociale. Plus que d'une incompétence, il s'agirait d'un projet parfaitement structuré. Bien plus que d'un manque d'intelligence, cela procéderait à l'évidence d'une logique de mal faire et de défaire. Des éléments méthodologiques apparaissent tellement flagrants, d'une volonté scientifique de déconstruction des droits sociaux acquis, qu'il n'est plus possible de douter d'une volonté concertée d'opérer ainsi.
L'établissement d'une société de la consommation aurait été instauré avec une pleine connaissance des déséquilibres qu'une telle société allait engendrer. Elle a complètement déstructuré les modes de vie traditionnels. Les méthodologies appliquées s'appellent marketing, management, etc. Une des méthodes de l'ingénierie sociale consistant à tout reconfigurer, selon des nouveaux plans, pour mieux pouvoir désorganiser ensuite. Les comportements ne seraient plus régulés par de simples lois, mais par des techniques invasives. Ces nouvelles stratégies empêcheraient les moyens normaux de la communication et des échanges de la pensée. Cela procéderait, à terme, à une désociabilisation des éléments individualisés constituant l'espèce humaine. Le pouvoir, globalisé, s'appuierait sur la théorie du chaos, c'est-à-dire par la création d'un vaste désordre, pour pouvoir diriger plus rapidement et plus efficacement une remise en ordre. Il ne s'organiserait plus sur l'ordre traditionnel qui régit la société humaine, mais sur un désordre calculé. La société de la finance et du capital progresserait aussi selon les méthodes d'organisation du chaos. La création de cette situation permettrait ensuite de mieux pouvoir encadrer les populations. Les divers relais du transhumanisme, liés aux dérives du capital, représenteraient une nouvelle menace pour l'équilibre de l'espèce humaine. Une tertiarisation, originelle appliquée aux individus, par le transhumanisme, aboutirait à une totale déshumanisation des populations. Les lobbies économiques et de l'intelligence artificielle sont des exemples parfaits de cette déshumanisation sociale, comme projet idéologique. Il s'agirait, en fait, d'une théorie unifiante, qui concernerait un mode opératoire globalisant, et non plus dispersé. Mais il s'agirait surtout de pouvoir tout détricoter de ce qui a pu être réalisé en 1944, comme avancée sociale, du Conseil national de la résistance de l'après-Seconde Guerre mondiale, en France. Le CNR étant le principe fondateur d'une forme idéalisée de l'État-nation qui définit la défense de la liberté, l'instauration de droits économiques et sociaux, le suffrage universel, une subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général, une nationalisation des grands moyens de production économique, des sources d'énergie, des assurances et des banques, une sécurité sociale et un droit au travail accompagné d'un droit à une retraite honorable ainsi que d'un syndicalisme indépendant, une instruction généralisée et obligatoire d'une culture intellectuelle pour tous. Il s'agissait, à cette époque, d'encadrer toutes les bonnes volontés, pour en réunir ces intentions dans un même texte identifié, d'une coagulation volontaire. Il s'agirait, une fois de plus, de pouvoir s'unifier, à partir des valeurs communes, prises de part et d'autre, pour pouvoir lutter contre la déshumanisation et la prise de contrôle globalisée actuellement établie, par les oligarchies dirigeantes. Une coagulation des forces réellement démocratiques suffirait à faire reculer les prétentions globalisatrices du transhumanisme, pour reconstruire une véritable souveraineté nationale. La direction de la France serait actuellement assurée par Bruxelles, Washington et Tel Aviv, qui sont des forces volontaristes de la dissolution du CNR originel. Les réformes organisées permettraient de neutraliser le statut de la fonction publique, des régimes spéciaux de retraite, par une refonte de la sécurité sociale et du paritarisme. La liste des réformes consiste à supprimer toutes les avancées sociales, sans exception, établies entre 1945 et 1952, permettant de défaire méthodiquement tout le programme du Conseil national de la résistance, avec le concours des grands groupes financiers et économiques. Tricheurs. Comment des produits médicaux défectueux peuvent-ils être mis sur le marché? Les patients feraient office de cobayes des laboratoires, à leur insu. Les organismes de certification ne sont pas fiables. Le profit est la seule préoccupation des intervenants sur le marché de la médecine. Les producteurs de dispositifs médicaux rémunèrent, en sous-main, les médecins pour qu'ils utilisent leurs produits. Les fabricants agissent sans scrupule. Les groupes industriels sont énormément puissants. Les catastrophes sont la conséquence de tous les dispositifs médicaux défectueux dont la plupart n'ont pas testé les produits mis sur le marché. Les contrôles sont peu rigoureux quand ils ne sont pas absents. Les certifications sont frauduleuses.
Elles sont la conséquence de la puissance des groupes de pression de l'industrie pharmaceutique. Des études cliniques des nouveaux produits médicaux doivent être réalisées avant leur mise en vente sur le marché. Mais, les modifications apportées sur un produit, déjà homologué, ne font pas l'objet de nouvelles investigations. De plus, aucun moyen permettant un suivi des appareillages n'est réalisé. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont dotées d'appareils ou équipements médicaux non fiables, particulièrement dangereux pour leur état de santé futur. Les patients sont ainsi laissés dans la nature, au gré de leurs difficultés éventuelles. Les victimes, face à ces géants de la médecine, sont totalement démunies et sont entièrement livrées à leur bon vouloir. Aucun recours n'aboutit jamais en faveur des victimes. Les pouvoirs de défense de la médecine sont beaucoup trop disproportionnés, par rapport à ceux des plaignants. Seuls des patients, dans quelques pays, mieux structurés en matière de défense des victimes, parviennent à obtenir des dédommagements. Les plaintes sont généralement perdues d'avance et les frais de procédure, des deux parties, laissés à la seule charge des plaignants, qui deviennent alors deux fois victimes. Les moyens de pression des organisateurs de la médecine sont gigantesques. Les organismes chargés de la certification sont très nombreux en Europe. Des organismes sont souvent chargés des études techniques. Les procédures de validation y sont apparemment bâclées. Les normes de sécurité apparaissent aléatoires. Des éléments toxiques parviennent à s'insérer dans les tissus entourant des dispositifs implantés et de mauvaise qualité, aux conséquences désastreuses et inconnues dans le temps. Dans certains cas où des dispositifs ont dû être retirés et remplacés, les produits d'origine, défectueux, n'étaient pas remis aux patients, ou disparaissaient, comme par hasard, lorsqu'ils avaient été demandés avec insistance. Selon toute vraisemblance, les disparitions s'avéreraient volontaires. La loi du silence n'est plus à démontrer, dans le monde médical. Aucun des organismes incriminés, au cours des procès, n'a assumé ses responsabilités. La santé des patients n'entre pas dans leurs considérations. Seul, le profit maximum les préoccupe. Même lorsque les firmes pharmaceutiques ont une parfaite connaissance de la dangerosité de leurs produits, ils continuent à faire le maximum, pour les distribuer sur le marché médical. Des rémunérations conséquentes sous forme de « commissions » sont versées aux praticiens, pour pouvoir écouler les produits. La littérature médicale est manipulée par des auteurs grassement payés pour rédiger et signer des articles convenus. Des faux consultants sont utilisés, dans des séminaires de contact, pour convaincre leur auditoire. Tous ces comportements sont totalement mafieux. Lorsque des employés, parvenus à s'informer des risques des produits qu'ils fabriquent, cherchent à en informer des responsables, preuve à l'appui, ils sont immédiatement congédiés. L'influence des lobbyistes est exponentielle. Aucune organisation n'est en mesure de leur faire face, et surtout pas les politiques. Ils sont plusieurs milliers à exercer leur puissance sur chaque pays. Les responsables des technologies médicales sont bien évidemment défavorables à toute organisation qui pourrait ralentir la mise sur le marché de leurs produits et de leur développement économique. Les implants mammaires, PIPS, dont la solidité était réputée à toute épreuve, en sont une douloureuse illustration. Ces produits médicaux contenaient diverses substances nocives, toxiques et illégales. Une silicone industrielle, utilisée dans le bâtiment, y avait été introduite, dans un seul but de rentabilité financière. Plusieurs centaines de milliers de patientes ont été intoxiquées par ces implants qui se sont détériorés, au cours du temps. On ne connaîtra les conséquences de leur toxicité qu'ultérieurement. C'est un ancien commercial dans le vin et la charcuterie, devenu industriel en la circonstance, qui est à l'origine de ce scandale planétaire. Comment une personne, aussi incompétente, dans l'industrie médicale, a-t-elle pu parvenir à cette dérive entrepreneuriale, insupportable ? La silicone interdite migre dans les glandes, avec les conséquences qu'on peut facilement comprendre, même si l'on n'en mesure pas encore toute la dangerosité. Et pourtant, les produits, PIPS, ont été régulièrement homologués et distribués partout sur la planète. Tout était en règle, toutes les certifications avaient été normalement obtenues.
Aujourd'hui, il n'y a plus de responsables. Chacun des protagonistes rejette la faute sur l'autre. Leur puissance économique de persuasion est très largement suffisante. Les négligences, tous azimuts, sont évidentes, à moins qu'il n'y ait eu aussi, de la corruption, tous azimuts. Complot. Les lanceurs d'alerte informeraient de leurs découvertes sur des vérités qui seraient cachées au grand public. Ce sont souvent d'anciens responsables, précédemment placés dans des secteurs décisionnels, qui informent et dénoncent des pratiques qui leur seraient apparues irrationnelles et absurdes. Ils révéleraient ainsi des connaissances qui resteraient secrètes et inconnues sans leur contribution. Ils opèrent dans tous les domaines d'activité des plus anodines aux plus stratégiques. Parce que les systèmes d'information traditionnels sont dirigés par les oligarchiques, c'est la théorie du complot qui est inévitablement mise en évidence, en l'absence d'informations contradictoires aux allégations des lanceurs d'alerte. Quelle que soit l'importance d'une dénonciation, son auteur est immédiatement démontré comme complotiste. C'est la seule façon de pouvoir amoindrir ou supprimer les conséquences de ce qui est considéré par les hauts dignitaires comme une imposture à leurs actions immorales. La seule raison de cette action étant de faire douter les populations sur le bien fondé de ces vérités. La population dans son ensemble reste assez naïve en faisant confiance aux dirigeants et à leur système d'information. Il ne lui est pas immédiatement évident qu'il est particulièrement facile de corrompre les gouvernants et leurs informateurs officiels. Ces démarches de corruption ne seraient pas uniquement mercantiles. Ce sont des superstructures qui établissent les actions de corruption. Une superstructure a été identifiée comme instigatrice de ces actions. Le groupe Bilderberg serait un consortium de familles dirigeantes situées dans l'ombre et complètement cachées des instances officielles. Une secte parfaitement organisée dans le recrutement et le fonctionnement de la corruption serait la franc-maçonnerie. Son modèle de recrutement est des plus simples puisqu'il consiste à inviter des personnes, issues de toutes les catégories sociales et professionnelles, à leur offrir une ascension sociale et professionnelle. Son fonctionnement d'abord local, puis national serait ensuite international. Son recrutement est permanent et fonctionne selon les principes religieux puisque chaque groupe serait affilié à une religion institutionnelle représentative et ce dans toutes ces religions. La sélection s'effectue selon les profils déterminés. L'intérêt étant de pouvoir recruter des membres les plus influents dans le fonctionnement de la société humaine. Plus les personnes sont évaluées comme dénuées de scrupules et les plus immorales possibles, plus elles peuvent accéder à des niveaux décisionnels importants. Cette orientation permettrait ensuite d'établir un parfait contrôle des sociétés humaines. Leur structure est parfaitement rodée et fonctionnelle et particulièrement diversifiée. La franc-maçonnerie détiendrait tous les leviers de commande de l'organisation sociale dans tous les États de la planète. La franc-maçonnerie internationale serait complètement indépendante des petites structures et fonctionnerait selon des schémas totalement différents du fonctionnement des modèles du terrain. Les groupes économiques seraient eux aussi mis sous le contrôle, par les actionnaires, peu nombreux, appartenant tous aux mêmes structures familiales depuis des décennies. C'est en réalité une vaste entreprise familiale qui dirige absolument toutes les activités de la société humaine. Toutes ces familles impliquées dans la structuration économique des États appartiennent au groupe Bilderberg, seul organe décisionnel. Les mêmes schémas organisationnels se retrouvent dans tous les secteurs de l'activité économique, politique, religieuse ou philosophique dans tous les États. Tout, sur le fonctionnement de cette organisation est parfaitement connu. L'ordre actuel est régi par des nations avec leurs dirigeants et des religions avec leurs dirigeants. Ce sont ces deux schémas organisationnels qui dominent l'humanité. Cette situation ne convient pas aux récents décideurs du nouvel ordre mondial. Aussi ont-ils décidé de l'organisation d'un grand chaos planétaire pour pouvoir ensuite restructurer l'humanité à leur convenance. Leurs premières actions étant la destruction des instances étatiques et religieuses. Le but, en finalité, étant d'instaurer une seule religion d'un gouvernement unique et décideur suprême des directives à établir au niveau planétaire. Il s'agira, sans aucun doute possible, de l'instauration d'une dictature globale mondialisée.
Toutes les personnes qui sont en capacité intellectuelle de rechercher les informations concernant le fonctionnement de la société humaine, aboutissent toutes, inexorablement, à la découverte des structures franc-maçonnes permettant d'expliquer les dérives organisationnelles actuelles. Le principe de base de cette organisation fonctionnelle consiste à présenter une attitude inverse à sa finalité. Chaque recruté de la franc-maçonnerie est d'abord initié. Deux concepts lui sont proposés, pour son intronisation. En premier, un respect aveugle à l'ordre hiérarchique établi auquel il appartient désormais. En seconde étape, il lui est proposé de devenir l'instigateur d'une libre pensée, totalement opposée au concept premier qui est un respect des directives de l'ordre des francs-maçons. Le but de l'organisation est de permettre à ses adeptes de progresser socialement, au-delà de leurs propres compétences. C'est selon ce modèle que l'organisation détient le pouvoir décisionnel sur chacun de ses membres. C'est ce principe de base qui permet un contrôle sur tous les acteurs de la société. Ce schéma organisationnel social est omniprésent dans absolument tous les secteurs de la société humaine. En face de ces pouvoirs diversifiés et efficients, les organisations qui luttent sincèrement contre cette situation destructrice des structures sociales sont complètement démunies parce que totalement décrédibilisées en permanence. De plus, chaque modèle social et économique appartenant aux modèles oligarchiques met en œuvre ses propres fausses organisations de défense des citoyens. Chaque concept organisationnel, tel que la privatisation, par exemple, consiste à retirer un bien collectif pour le donner au profit d'une poignée d'individus précédemment favorisés. Le concept de libéralisation procède de ces modèles de tromperie sur la véritable intention. Le libéralisme est en totale contradiction avec la liberté. C'est de ces confusions que s'établissent les actes. La sincérité des actions n'est plus reconnaissable. Pour s'y retrouver, il suffit d'observer quelles sont les organisations de défense des citoyens qui sont officiellement soutenues financièrement. L'information la plus sincère actuellement provient des nouveaux moyens d'information qui court-circuitent les moyens officiels. La machination mise en place pour l'établissement d'un gouvernement mondial apparaît évident pour celui qui cherche à connaître la vérité. Une prochaine période de chaos absolu serait ainsi programmée. Cette machination a d'abord consisté à faire envahir les pays européens par une ethnie différente et reconnaissable de type oriental en y maintenant des impossibilités d'intégration. Et puis, des injustices, de part et d'autre, ont été volontairement organisées pour réaliser un conditionnement d'une communauté contre une autre. Ensuite, il conviendra de créer les conditions de manipulation et de haine entre les deux sociétés afin de créer une guerre civile durable. Un effondrement économique total viendra compléter le programme. À la suite de cette situation, les oligarques internationaux se présenteront comme les sauveurs du chaos qu'ils auront eux-mêmes préparé. Ensuite, ils pourront établir leur doctrine totalitaire. Invasion. Les musulmans sont entrés pour la première fois en 714 dans ce qui était la France de l'époque. Ils se sont emparés de Narbonne, qui est devenue leur base pour les 40 années suivantes, et ont pratiqué des razzias méthodiques. Ils auraient ravagé le Languedoc de 714 à 725, détruit Nîmes en 725 et ravagé la rive droite du Rhône jusqu'à Sens. En 721, une armée musulmane de 100 000 soldats mit le siège devant Toulouse, défendue par Eudes, le duc d'Aquitaine. Charles Martel envoya des troupes pour aider Eudes. Après 6 mois de siège, ce dernier fit une sortie et écrasa l'armée musulmane, qui se replia en désordre sur l'Espagne et perdit 80 000 soldats dans la campagne. On parle peu de cette bataille de Toulouse parce que était mérovingien. Les Capétiens étaient en train de devenir rois de France et n'avaient pas envie de reconnaître une victoire mérovingienne. Les musulmans ont conclu alors qu'il était dangereux d'attaquer la France en contournant les Pyrénées par l'est, et ils ont mené leurs nouvelles attaques en passant à l'ouest des Pyrénées. 15 000 cavaliers musulmans ont pris et détruit Bordeaux, puis les pays de la Loire, et mis le siège devant Poitiers, pour être finalement arrêtés par Charles Martel et Eudes à 20 km au nord de Poitiers, en 732. Les musulmans survivants se sont dispersés en petites bandes et ont continué à ravager l'Aquitaine.
de nouveaux soldats les rejoignaient de temps en temps pour participer au pillage. Ces bandes n'ont finalement été éliminées qu'en 808, par Charlemagne. Les ravages à l'est ont continué jusqu'à ce qu'en 737 Charles Martel descende au sud, avec une armée puissante, et reprenne successivement Avignon, Nîmes, Maglone, Agde, Béziers et mit le siège devant Narbonne. Cependant, une attaque des Saxons sur le nord de la France obligea Charles Martel à quitter la région. En 759 enfin, Pépin le Bref reprit Narbonne et écrasa définitivement les envahisseurs musulmans. Ces derniers se dispersèrent en petites bandes, comme à l'ouest, et continuèrent à ravager le pays, notamment en déportant les hommes pour en faire des esclaves castrés, et les femmes pour les introduire dans les harems d'Afrique du Nord, où elles étaient utilisées pour engendrer des musulmans. La place forte des bandes se situait à Fraxinetum, l'actuelle gare de Fresnay, le massif des Maures. Une zone d'environ 10 000 km², dans les Maures, fut totalement dépeuplée. En 972, les bandes musulmanes capturèrent Mayol, abbé de Cluny, sur la route du mont Genèvre. Le retentissement fut immense. Guillaume II, comte de Provence, passa 9 ans à faire une sorte de campagne électorale pour motiver tous les Provençaux, puis, à partir de 983, chassa méthodiquement toutes les bandes musulmanes, petites ou grandes. En 990, les dernières furent détruites. Elles avaient ravagé la France pendant 2 siècles. La pression musulmane ne cessa pas pour autant. Elle s'exerça pendant les 250 années suivantes par des razzias effectuées à partir de la mer. Les hommes capturés étaient emmenés dans des camps de castration en Corse, puis déportés dans les bagnes du Dar al-Islam, et les femmes d'âge nubile dans les harems. Les repères des pirates musulmans se trouvaient en Corse, Sardaigne, Sicile, sur les côtes d'Espagne et celles de l'Afrique du Nord. Toulon a été totalement détruite par les musulmans en 1178 et 1197, les populations massacrées ou déportées, la ville laissée déserte. Finalement, les musulmans ayant été expulsés de Corse, Sicile, Sardaigne, du sud de l'Italie et de la partie nord de l'Espagne, les attaques sur les terres françaises cessèrent, mais elles continuèrent sur mer par des actions de piraterie. Ce n'est qu'en 1830 que la France, exaspérée par ces exactions, se décida à frapper le serpent à la tête, et à aller en Algérie détruire définitivement les dernières bases des pirates musulmans. Ce fut l'origine et la raison de notre présence en Afrique du Nord. Vous savez ce qu'est devenu ensuite l'Algérie, et l'histoire ne s'est pas figée. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'entre 714, après la première entrée, et 1830, l'écrasement définitif des pirates barbaresques, il s'est écoulé plus d'un millénaire, ce qui montre qu'ils ne renoncent jamais. Et aujourd'hui, effectivement, ils reviennent en masse, par le biais pacifique d'une immigration de peuplement, qui exploite à fond les failles de nos lois, de nos principes démocratiques, et de nos avancées sociales. Bientôt ils seront assez nombreux pour prendre démocratiquement le pouvoir dans les villages, les banlieues, les villes, les régions, les pays d'Europe. Il ne faut pas croire ceux qui les décrivent comme modérés. Car les exemples des printemps arabes qui se déroulèrent sous nos yeux en Tunisie, Libye, Égypte, montrent s'il en était besoin que les modérés se sont toujours fait évincer par les enragés. Ils ne cherchent qu'une chose, appliquer la charia et transformer nos pays d'Europe en un dar al-Islam, une terre d'islam. Il suffit de voir les exactions contre les chrétiens d'Afrique du Nord, d'Égypte, d'Indonésie, du Nigeria, etc. Pour imaginer quel serait le sort réservé à nos familles, à nos peuples européens de souche judéo-chrétienne. La France est le pays européen avec la plus importante population musulmane qui augmente très rapidement avec l'immigration de masse et la natalité. Ignorer l'histoire, c'est s'apprêter à la revivre. Eux, ils savent ce qu'ils veulent, nous pas. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livres brochés. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau.
à un tarif promotionnel, actuellement au quart du tarif en librairie. Une collection en livres de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo Livre Amazon dans la page d'accueil de notre site internet. Lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence vidéophonique sur YouTube.